Quelle période intense nous sommes en train de vivre. Moscou semble ne jamais avoir un moment de répit, parfois pour le mieux, comme avec son apparente amitié avec Donald Trump, mais souvent pour le pire. Et non, cette fois-ci, je parle pas de l'Ukraine. Nous faisons référence aux défaites que la Russie subit ces derniers mois dans toute l'Europe, dans des pays qu'elle essayait d'influencer à travers des soldats, des laquais, des collaborateurs et ce que beaucoup qualifieraient de marionnettes bien huilées grâce à l'argent et aux ressources de Moscou. L'argent du pétrole et du gaz continue de faire des merveilles. Les amis, permettez-moi d'être totalement honnête avec vous. Je crois que le contexte actuel l'exige. Vladimir Poutine est un tyran, on va pas se voiler la face. C'est un des despotes des pires catégories. On parle d'un homme qui dirige son pays d'une main de fer, un endroit où il n'y a pas de liberté d'expression, pas de réelle opposition politique et où les personnes gênantes sont éliminées. Un pays sans idéologie woke, peut-être, mais où les Russes ordinaires ne comptent pas. Leur vie ne compte pas non plus. Les dizaines de milliers de jeunes envoyés en Ukraine pour y mourir ou souffrir des blessures à vie au nom de l'empereur en sont la preuve vivante. La Russie de Vladimir Poutine, en plus d'être un pays relativement pauvre et entièrement dépendant des matières premières, est un État mafieux, sans liberté et sans respect pour la vie et la dignité humaine. Voilà la dure réalité de la Russie. Alors, je suis sûr que la plupart d'entre vous n'êtes pas intéressés par vivre en Russie sous ces conditions. Et même si vous ne le souhaitez pas, sachez que l'opportunité existe. Poutine a décidé que la Russie allait devenir un havre de paix pour ceux qui veulent échanger les modes de vie libéraux de l'Occident contre les valeurs morales russes. En août 2024, Poutine a signé un décret mettant en œuvre le soi-disant visa des valeurs partagées. Ce visa permet aux étrangers partageant les valeurs traditionnelles de la Russie de demander un titre de séjour dans le pays sans avoir besoin de passer des examens de langue, d'histoire, de droit ou quoi que ce soit de similaire. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est vous opposer à ce que le décret qualifie lui-même d'idéologie néolibérale destructrice. Voilà donc la proposition. Vous voulez vivre le rêve de la Russie de Vladimir Poutine? Valeurs traditionnelles, poigne de fer, hétérosexualité, dopé aux stéroïdes? Et maintenant c'est possible. Postulez dès maintenant pour votre visa. Attention, non recommandé pour les âmes sensibles et les hommes sans poils sur le torse. Blague à part, ou peut-être pas tant que ça pour certains, le fait est que Vladimir Poutine a une obsession, étendre les tentacules de son pouvoir dans toute l'Europe, surtout en Europe de l'Est, dans ces terres qu'il considère encore comme sous le joug de Moscou. Avec le cadeau de l'administration Trump, il se pourrait bien que son move en Ukraine finisse par bien se terminer, ou du moins pas aussi mal que prévu. Mais comme je te l'ai déjà dit, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, en tout cas pour le Kremlin. Récemment, en Moldavie, son candidat a échoué aux élections. En Roumanie, sa tentative d'ingérence électorale a été tellement flagrante qu'elle a fini par se retourner contre lui, à tel point que les élections ont dû être annulées et reportées par la Cour suprême roumaine. On en a déjà parlé dans cette chaîne sur cette vidéo. Et maintenant, voyons ce qui va se passer lors des nouvelles élections prévues en mai. Est-ce que le candidat que Poutine aura sélectionné va triompher? Pour l'instant, on ne sait pas, mais vous pouvez être sûr qu'il se trame des choses dans les coulisses. Et c'est pas tout. Pour l'heure, et en dehors des négociations sur l'Ukraine, ce que nous savons déjà, c'est que Moscou pourrait être sur le point de subir un autre revers majeur sur le vieux continent. Alors pourquoi? Regardez cette nouvelle. Des dizaines de milliers d'étudiants manifestent contre le président serbe. Nous ne sommes plus seuls. Effectivement, cette fois-ci, on parle de la Serbie. Depuis 3 mois, des centaines de milliers de Serbes descendent dans la rue pour protester contre le gouvernement. Pourquoi? Tout a commencé avec un tragique accident qui a marqué tout le pays. Le 1er novembre 2024, 15 personnes ont perdu la vie dans la gare de Novi Sad. La toiture de la station s'est effondrée en quelques secondes alors qu'elle était flambante neuve. Les manifestations ont rapidement démarré. Étudiants, travailleurs et retraités se sont unis pour former les plus grandes protestations depuis 25 ans, surpassant même celles qui ont renversé le gouvernement de Slobodan Milosevic. En fait, les analystes sont formels. Ces manifestations ne ressemblent pas seulement à celles de l'an 2000, elles sont encore mieux organisées et représentent un danger bien plus grand pour le gouvernement actuel du président serbe Aleksandar Vučić. On parle ici de manifestations décentralisées, c'est-à-dire sans leader que le gouvernement pourrait capturer, emprisonner, intimider ou corrompre. Et si l'on ajoute à tout ça la puissance de ce rassemblement des réseaux sociaux, on a la recette parfaite. Une énorme vague de discrédit s'est abattue sur le gouvernement serbe. Tout ça, ça a donné lieu à des nouvelles comme celle-ci. Un ministre serbe arrêté après la catastrophe mortelle à la gare de Novi Sad. Le premier ministre serbe Milos Vučević démissionne après des mois de protestations. Alors oui, le ministre des Transports a été arrêté et fait actuellement l'objet d'une enquête. Mais même le premier ministre a dû démissionner, comme vous pouvez le constater. Alors, est-ce que ça a suffi à mettre fin aux manifestations et au discrédit qui pèse sur le gouvernement? Non, pas du tout. Sinon, on n'en parlerait pas. La question logique qui se pose donc, c'est pourquoi?
Le fait est que les manifestations et plus généralement une clameur populaire grandissante ne se limitent pas à demander des comptes pour la catastrophe de Novi Sad. Non, les manifestants réclament également un changement radical de cap dans le pays, en particulier un changement qui mettrait fin à ce qu'ils perçoivent comme le plus grand problème de la Serbie, une corruption galopante. Et bien sûr, c'est pas si inhabituel que ça. On parle ici de l'un des pays les plus corrompus d'Europe. Alors les Serbes se posent la question, comment est-il possible qu'une gare récemment rénovée, dans laquelle près de 55 millions d'euros ont été investis, se soit effondrée? Le gouvernement serbe nie que ce soit à cause d'un détournement de fonds. Pour le moment, on n'a pas de certitude. Ça pourrait être un problème structurel, une mauvaise conception, un défaut dans les travaux de construction, mais ça reste inhabituel selon les standards actuels. En tout cas, vous pouvez pas me dire que ce n'est pas étrange. Et alors justement, ceux qui trouvent ça le plus étrange, ce sont les Serbes. Le problème, c'est que si l'accident était effectivement dû à un détournement de fonds, comme l'affirment les manifestants, on ne le saurait probablement jamais, parce que la corruption dans ce pays est très rarement enquêtée et poursuivie. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'un exemple, mais il se pourrait bien que ça a été le point de rupture qui a poussé les Serbes à dire trop, c'est trop. La question c'est donc, c'est quoi le rapport Sancho avec Poutine? Le problème, c'est que le gouvernement en place est l'un des plus proches de Moscou en Europe. Beaucoup d'analystes pensent désormais que l'Union européenne a une occasion en or. Alors de quoi on parle? Reste attentif, on va tout expliquer dans cette vidéo. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. J'insiste, vous n'êtes que 20% à être abonné à cette chaîne. Allez les gens, vous avez compris ce que j'attends de vous. Maintenant, on démarre. Une succursale de Moscou. Quand on vous disait que la Russie pourrait perdre l'un de ses bastions européens en Serbie, on n'exagérait pas vraiment. Moscou a toujours trouvé en Belgrade un allié fidèle que de nombreux analystes n'ont pas hésité à qualifier de véritable cheval de Troie au sein de l'Europe. On parle ici de deux pays fortement unis par leur religion et leur influence sociale et politique. Toutes deux sont des nations chrétiennes orthodoxes et le pouvoir qu'exerce cette église dans la politique de ces deux pays est vraiment considérable. Alors bien sûr, c'est pas suffisant. L'amitié entre la Serbie et la Russie va bien au-delà de la culture et de la religion. Après tout, il faut pas oublier que lorsque l'OTAN est intervenue dans les Balkans dans les années 1990, un événement que les Serbes se remémorent encore avec amertume, la Russie s'est clairement rangée du côté de la Yougoslavie, aujourd'hui devenue la Serbie. En partie. Qui plus est, en 2015, la Russie a même opposé son veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU visant à condamner les massacres de Srebrenica, au cours duquel 8000 Bosniaques ont été tués. Cela dit, au-delà de ce lien historique et culturel, s'il y a une raison pragmatique pour laquelle la Serbie a continué à entretenir sa relation avec Moscou, c'est bel et bien la question du Kosovo. Vous savez, ce territoire des Balkans qui a déclaré son indépendance unilatéralement en 2008 et que la Serbie continue de revendiquer comme faisant partie de son territoire national. Et là, encore une fois, c'est une histoire très similaire. Tandis qu'un nombre croissant de pays à travers le monde reconnaissent officiellement le Kosovo, la Russie s'est positionnée entièrement du côté de la Serbie. Naturellement, elle le fait par pur intérêt et non pas par opposition au séparatisme ou quoi que ce soit du genre. N'entrons pas dans ce débat. Si la Russie était réellement contre les déclarations d'indépendance unilatérale, elle n'aurait pas soutenu l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie en Géorgie. Mais quoi qu'il en soit, le fait est qu'elle a soutenu la Serbie. Au fil du temps, toutes ces actions ont permis de multiplier les liens entre Belgrade et Moscou. Naturellement, le gouvernement serbe a pu rendre l'appareil à la Russie, des faveurs empoisonnées diraient certains. Par exemple, la Serbie a permis aux Russes de prendre le contrôle d'une grande partie du secteur énergétique du pays. Aujourd'hui, NIS, la compagnie pétrolière nationale serbe, est majoritairement détenue par Gazprom, le géant russe du pétrole et du gaz. Cependant, ça pourrait bien changer si Belgrade veut éviter de se heurter aux sanctions de l'oncle Sam. Les États-Unis demandent à la Serbie d'éliminer la participation russe dans la plus grande compagnie pétrolière nationale. Alors même si cette information que vous venez de voir date d'avant l'investiture de Donald Trump, peut-être que les choses ont changé depuis. Quoi qu'il en soit, ce qui est également clair, c'est que la Serbie a continué de soutenir la Russie même après l'invasion de l'Ukraine. Depuis, elle n'a pas seulement accordé à Moscou de nouveaux contrats énergétiques, mais elle a aussi refusé d'imposer des sanctions directes à la Russie. Et malgré son statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, la Serbie a même continué d'acheter des armes à Moscou. En 2024, parmi d'autres équipements, la Serbie a acquis un système russe de brouillage électronique anti-drone connu sous le nom de Repellent. C'est pour cette raison que l'Union européenne, un groupe que Vučić lui-même aurait affirmé que la Serbie souhaite rejoindre, a déjà envoyé des avertissements sérieux. L'UE avertit la Serbie. S'aligner sur la Russie est contraire à l'objectif déclaré d'adhésion. En septembre, l'Union européenne a été très claire. Plus de tergiversation. Soit vous rompez une bonne fois pour toutes avec Moscou, soit vous pouvez oublier votre adhésion à l'Union européenne. Et cette fois-ci, l'avertissement était explicite et il semble avoir eu un effet. C'est
derniers mois, la Serbie a déjà annulé les contrats d'armement qu'elle avait conçus avec la Russie pour 2025 et s'est engagée à adopter une position plus claire et plus décisive en faveur de l'Ukraine. Mais sans grande surprise, malgré ces gestes, les soupçons de l'Union européenne continuent de peser sur Vučić. C'est pourquoi de nombreux analystes ont suggéré que Bruxelles pourrait serrer encore davantage la vis en soutenant les manifestations. Une démarche qu'elle n'a pas encore réellement entreprise, mais l'opportunité est clairement sur la table. Bien sûr, au-delà de l'effet potentiel qu'un tel soutien pourrait avoir, n'oublions pas que le peuple serbe reste majoritairement pro-russe. La réalité, c'est que l'Europe pourrait jouer avec le feu. Qu'on le veuille ou non, les faits sont implacables. Aussi autocratique et corrompu que Vučić le soit, il représente un moindre mal. En réalité, beaucoup pensent que plus qu'un moindre mal, il s'agit d'un mal nécessaire pour la région. Mais de quoi est-ce qu'on parle exactement? Eh bien, restez bien attentifs parce que ça va devenir réellement intéressant. Un pacte avec le diable. Si vous observez ce qui se passe en Serbie ces derniers temps, entre les émeutes universitaires, les manifestations et les scandales de corruption, vous pourriez penser que Bruxelles est impatient de lâcher prise et de laisser Belgrade se débrouiller tout seul. Pas vrai? Eh bien, c'est pas vraiment le cas. Malgré tout, l'Union européenne ne veut pas perdre la Serbie. En réalité, ce pays pourrait jouer un rôle clé dans les intérêts stratégiques de Bruxelles. Pourquoi? Essentiellement pour deux raisons, le lithium et la sécurité. Accord entre l'UE et la Serbie pour l'exploitation du lithium avec un accent sur la production de véhicules électriques. Les constructeurs automobiles de l'UE pourraient exploiter le projet lithium de Rio Tinto à 2,4 milliards de dollars. Les responsables assurent que la mine ne nuira pas à l'environnement pour apaiser les préoccupations. À première vue, la Serbie ne semble pas être le pays le plus important du continent, mais sous son sol se trouve une ressource dont l'Europe a un besoin désespéré, le lithium. Et attention, on ne parle pas d'un petit gisement, mais de la plus grande réserve de lithium de toute l'Europe. L'Ukraine et la Serbie sont les deux grandes puissances détenant ce précieux minerai sur le continent. Et certains pensent que dans le futur, le lithium deviendrait une sorte de nouvel or blanc. Sans lui, la transition énergétique tant vantée par Bruxelles ne sera tout simplement pas possible. Ce minerai est essentiel à la fabrication des batteries des voitures électriques, mais aussi des batteries pour le stockage de l'énergie renouvelable. Et quel est le problème actuel de l'Union européenne? Exactement, elle est fortement dépendante de la Chine pour le lithium et d'autres minerais stratégiques. Ursula von der Leyen, 97% du lithium que nous utilisons dans l'Union européenne provient de la Chine. Ce que nous faisons maintenant, c'est discuter avec d'autres pays pour diversifier les chaînes d'approvisionnement afin de ne pas avoir une nouvelle situation comme celle de la Russie, une dépendance excessive et ensuite un potentiel de chantage. C'est pourquoi Bruxelles a vu une opportunité unique en Serbie. Et c'est pour cette raison qu'en 2024, l'Union européenne et le gouvernement serbe ont conclu un accord pour exploiter les mines de lithium du pays. Un pacte qui permettrait à l'Europe de mener la transition écologique sans dépendre des régimes autoritaires. Mais il y a un problème. Les Serbes ne sont pas convaincus que cela leur serait bénéfique. Et les Russes, qui, rappelons-le, exercent encore beaucoup d'influence dans le pays, détestent cette idée. Le résultat, le projet minier de la multinationale Rio Tinto est devenu l'une des principales sources de tensions dans le pays ces dernières années. On parle d'un projet qui avait déjà été stoppé en 2022 pour calmer les manifestations des militants écologistes. 2 ans plus tard, après la réactivation de ce projet, des milliers de personnes sont de nouveau descendues dans la rue pour protester contre l'exploitation du lithium, affirmant que cela apporterait plus de pollution que de prospérité. Le président serbe lui-même, Aleksandar Vučić, a dû manœuvrer avec prudence pour ne pas perdre le soutien populaire tout en satisfaisant Bruxelles. Quoi qu'il en soit, une chose est claire, ce projet est loin d'être populaire. Et si le gouvernement de Vučić venait à s'effondrer, il est possible que ce projet s'effondre avec lui. Or, l'Europe n'est absolument pas prête à laisser le lithium serbe lui échapper aussi facilement. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, écoutez bien. La maison de l'horreur de la mafia serbe. La découverte près de Belgrade où des mafieux serbes torturaient leurs rivaux montre que les organisations criminelles sont prêtes à copier la brutalité des cartels mexicains pour prendre le contrôle du trafic de drogue dans les Balkans. Ce n'est pas le script d'un film d'horreur, c'est la brute réalité du crime organisé en Serbie. Voyons cela de plus près. Les Balkans ont toujours été une région marquée par l'instabilité et le crime organisé, mais aujourd'hui, la Serbie, en raison de sa position géographique et de son histoire récente, est devenue l'épicentre du crime dans la région. Et attention, parce que le plus choquant, c'est que son gouvernement est dangereusement mêlé à ces réseaux mafieux. Il est en plein dedans. C'est ici que nous devons parler d'un concept crucial, la capture de l'État. Ce terme est utilisé lorsqu'un gouvernement cesse de servir ses citoyens pour commencer à servir des intérêts privés, en l'occurrence ceux des groupes criminels clandestins. Et la Serbie en est un exemple parfait. Depuis la chute de Slobodan Milošević en l'an 2000, le pays aurait dû évoluer vers la démocratie. Mais au lieu de cela, il a sombré dans un système de corruption généralisée où le crime organisé et le pouvoir politique sont étroitement liés. D'un côté, le gouvernement tolère l'existence de ces groupes en échange de certaines faveurs, financement illégal pour les campagnes électorales ou utilisation de mafieux pour intimider opposants et journalistes. D'un autre côté, lorsqu'une pression internationale devient trop forte, Aleksandar Vučić procède à quelques arrestations symboliques pour donner l'impression qu'il lutte contre le crime organisé et que tout est sous contrôle, mais sans jamais véritablement s'attaquer à la structure de ces groupes. Et c'est ici qu'entre en scène Veljko Belivuk, alias le problème.
Belivuc était le chef de l'un des gangs criminels les plus violents du pays. Un gang qui, en passant, était lié aux ultras du Partizan de Belgrade. Sa spécialité, extorsion, trafic de drogue et assassinat. Un vrai poison. Et bah écoutez bien, parce qu'il n'agissait pas seul. D'après ses déclarations lors d'une audience au tribunal, Belivuc a affirmé que son gang avait été créé sur ordre d'Alexander Vučić pour satisfaire ses besoins politiques. On pourrait donc dire que Belivuc et ses hommes étaient les gros bras du régime, chargés d'intimider les opposants et d'organiser des attaques contre les manifestations anti-gouvernementales. Et voici où l'histoire devient encore plus intéressante. L'Union européenne critique depuis des années le manque de démocratie en Serbie, ainsi que les liens du gouvernement avec le crime organisé. Mais elle n'agit pas. Et tout simplement parce que Bruxelles a besoin de Vučić. Von der Leyen salue les avancées de Vučić vers l'adhésion. L'avenir de la Serbie est dans l'UE. La Serbie n'est pas seulement un pays avec des problèmes internes, c'est aussi une poudrière géopolitique. Sur son territoire opèrent non seulement des groupes criminels souterrains et ultra dangereux, mais aussi des groupes ultranationalistes et d'extrême droite qui ne sont pas seulement violents, mais qui entretiennent également des liens avec la Russie elle-même. Pour vous donner une idée, certains de ces groupes ont même envoyé des combattants en Ukraine pour rejoindre le groupe Wagner et ont promu l'idée d'une grande Serbie, un concept qui implique une expansion territoriale et qui pourrait déstabiliser encore une fois toute la région balkanique. Ainsi, si Vučić venait à disparaître de la scène politique, la Serbie pourrait plonger dans le chaos. Un pays en crise avec des groupes radicaux bien organisés et une forte pénétration de Moscou pourrait rapidement devenir un problème grave, non seulement pour les Balkans, mais pour l'ensemble de l'Europe. Les réseaux criminels des Balkans pourraient continuer à étendre leur influence sur le vieux continent sans entrave, tout comme les groupes ultranationalistes qui ont trouvé en Serbie un terrain fertile pour se développer et qui pourraient finir par provoquer de nouveaux conflits. Si la Serbie déraille, les Balkans pourraient de nouveau s'embraser. Et certainement, personne à Bruxelles ne souhaite voir une nouvelle guerre dans la région. Ainsi, même si Vučić est un autocrate corrompu avec des liens avec le crime organisé et des connexions avec la Russie, l'UE semble préférer fermer les yeux et le considérer comme un partenaire nécessaire pour au moins maintenir ces groupes sous contrôle. En d'autres termes, garder au pouvoir celui qu'il considère comme le moindre mal. C'est peut-être pour ça que sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne n'a pas encore été rejetée et que les cercles pro-européens ne semblent pas avoir beaucoup d'intention de promouvoir l'opposition. Voilà où on en est aujourd'hui en Serbie. La seule bonne nouvelle pour nous peut-être, c'est que le discrédit social croissant du gouvernement pourrait le pousser à se tourner plus résolument de Moscou vers Bruxelles. Ce serait une excellente nouvelle pour l'Occident et une très mauvaise nouvelle pour Vladimir Poutine. Mais cela dit, la question c'est qu'est-ce que vous en pensez, vous? L'UE a-t-elle raison de continuer à soutenir Vučić? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à vous abonner, c'est très important, à liker et à partager. Allez, on vous dit à très vite pour plus d'actu. À ciao, bonsoir.